Bien, le thème de ces 5e rencontres est formulé cette année, et ça tombe bien, comme une question. Demain, virgule, un autre monde, point d'interrogation. Et je vais essayer de montrer qu'à cette question, la sagesse commande de répondre, non pas tant par une moue sceptique, mais plutôt par un grand éclat de rire. Et peut-être que le détour par la philosophie ne serait pas nécessaire pour parvenir à cette prise de conscience. Le fondateur de la modernité poétique, Hölderlin, énonçait déjà dans ses remarques sur la traduction des tragédies de Sophocle, au milieu de cet opuscule, que la caractéristique de Zeus, c'est bien précisément de retourner le désir de quitter ce monde pour l'autre en un désir de quitter tout autre monde pour celui-ci. Et dans la troisième partie de ses remarques, Hölderlin a ajouté que c'est bien ce qui caractérise ce qu'il appelle le Zeus le plus propre, le Zeus occidental, si on peut dire, par opposition au Zeus grec. C'est bien son opération que de retourner, de forcer décisivement le cours naturel éternellement hostile à l'homme vers la terre. Rien ne serait donc plus étranger à notre destin et à nos intérêts que de chercher à s'envoler vers un autre monde. Alors ce que le grand poète moderne en inférait, c'était qu'il fallait arrêter de se tromper de Dieu. Car il est entendu que seul un Dieu peut encore nous sauver, mais vers lequel tourner nos prières et nos sacrifices. On pourrait hésiter. Merveilleusement verdoie, une feuille de trèfle, dit magnifiquement Hölderlin dans l'esquisse de son hymne l'unique. Les trois, ou peut-être y en a-t-il 4, mais les trois feuilles plus faciles à repérer dans ce trèfle, ce sont Héraclès, Dionysos et le Christ. Tous fils du Père Céleste, tous secourables à l'homme. Mais parmi les trois, il y en a un dont il vaudrait mieux se méfier. En tout cas, on peut lui savoir gré d'être descendu parmi nous, d'avoir séjourné dans le désert, d'avoir été, comme les autres, un guerrier, un héros. Mais il était trop pressé de retourner au Père, il était trop pressé de quitter la terre, et il n'est donc plus pour nous une source d'inspiration viable. En revanche, la ténacité avec laquelle Héraclès triomphe des monstres, se remet des épreuves les plus difficiles, en fait vraiment pour nous un frère. Et puis bien sûr, il y a Dionysos, que Hölderlin adore comme un dieu bienveillant, aguerri, persuasif, secourable. Ce n'est pas le dieu de l'ivresse titubante. En nous offrant la vigne, il nous a offert l'agriculture, la sédentarité, la sombre lumière du vin qui permet de capter le feu céleste sans en être ébloui. Il a dompté, dit Hölderlin, l'esprit de mort et appris aux hommes l'être en commun. Mais voilà, si cette introduction doit se terminer là, c'est parce qu'on n'est pas tenu de s'en remettre à une réponse religieuse et poétique à la question qui nous a été posée. Et la philosophie a peut-être aussi son mot à dire en réponse à l'interpellation « Demain, un autre monde ». Le philosophe sur lequel je prends appui aujourd'hui, c'est Clément Rosset, qui est mort en 2018, et c'est l'occasion de lui rendre hommage, parce qu'il a poursuivi sans relâche de ses traits tous ceux qui rêvent d'un autre monde. Je procéderai en 3 temps. Il y a peut-être 3 moments dans cette thérapie rossettienne appliquée au désir d'évasion. Il y a d'abord la description du monde tel qu'il est, selon l'axiome « le monde est tragique ». Le monde est le tragique, qui est l'axiome formulé par Clément Rosset dans son premier livre, La philosophie tragique, livre de jeunesse écrit au dernier rang de la classe de Cagnes du lycée Louis-le-Grand, où il cubait, ce qui n'a pas empêché d'intégrer l'ENS et de devenir un élève d'Althusser, enfin un élève rebelle, insoumis, aussitôt. Le monde est tragique, le monde est le tragique. Dans un second temps, il faudra s'interroger sur les motifs pour lesquels le monde est jugé indécent, insolent, inacceptable par
la plupart des sensibilités et même par beaucoup de bons esprits, moyennant quoi la fable de l'autre monde est censée pallier aux insuffisances du monde réel. Et enfin, il faudra demander à Clément Rosset s'il est possible et praticable d'accepter le monde tel qu'il est, de s'y installer sans en méconnaître le caractère tragique, et d'éprouver à l'endroit du monde et de l'existence comme telle une gratitude infinie, quand bien même cette joie a existé, cette joie devant la merveille que quelque chose soit plutôt que rien, ne pourrait pas faire l'économie du tragique et devrait être toujours une joie contrariée. Commençons donc par rendre compte du caractère tragique du monde. On peut s'en approcher à travers trois possibilités. D'abord, analyser la façon dont se donnent les choses. Ensuite, s'interroger sur le contenu de ce qui est donné. Et enfin, sur les caractères de ce qui est donné. Vous voyez que la pensée de Clément Rosset est une pensée de l'être, puisque c'est le concept fondamental de toute philosophie, mais plus précisément de l'être comme donné, ce qui rattache peut-être Clément Rosset à la philosophie de Kant ou à la phénoménologie, même s'il aurait du mal à reconnaître une telle familiarité. Ce qui se donne d'une manière tout à fait déstabilisante pour l'esprit et brutalisante pour notre sensibilité. Le donné est sans cause, sans but et absolument nécessaire. Alors, sans cause, parce que si ce qui est, c'est l'ensemble des phénomènes, tout ce qui se manifeste à l'existence d'une façon ou d'une autre et qui nous affecte, et par la manière dont il nous affecte, se donne à nous, ce que pointe Clément Rosset dans son second grand livre, qui s'appelle « Le monde et ses remèdes », d'où mon titre « Un monde irrémédiable », ce que pointe Rosset, c'est que chaque événement, chaque phénomène, chaque acte humain a la brutalité d'un accident de la route. Les faits, les actes surgissent comme des voitures bolides au détour de la route et, en quelque sorte, nous tombent dessus. Même dans l'ordre des phénomènes physiques, s'il y a des enchaînements de causes et d'effets, en remontant en arrière la série des causes, on bute toujours sur un donné irréductible qui est là sans avoir de titre à sa présence, à sa manifestation, qui surgit de manière totalement gratuite. Donc l'être est sans raison d'être. Rien de ce qui est n'échappe à cette contingence radicale. Par ailleurs, si les phénomènes ne sont pas déductibles de leur cause ou de leur précédent, pas davantage on ne peut les accorder avec la raison selon l'ordre des conséquences. Un monde sans origine assignable, sans raison d'être assignable, est aussi un monde complètement dépourvu de finalité. C'est peut-être dans l'ordre des conduites humaines que ce caractère abrupt, prime-sautier, violent de n'importe quel phénomène apparaît de la manière la plus frappante. Parce que la plupart de nos comportements dérivent de notre caractère. Et certes, l'explication causale peut se déployer. Toutes les conduites apparemment aberrantes d'Harpagon s'expliquent par son avarice. Oui, mais son avarice, elle, est une donnée brute, inassimilable, inexplicable. Et le caractère d'un être est la part de lui-même qui échappe à toute explication et qui, par ailleurs, ne peut pas se dominer ou se transformer. Mais dans l'ordre physique, il y a au moins la donnée première, primordiale du monde, qui s'impose elle-même de façon irrécusable et inexplicable. Pas davantage de finalité que de cause, et pourtant, en dépit de la contingence radicale de tout ce qui y apparaît, une fois que c'est là, c'est immodifiable. On n'y peut rien changer, on ne peut pas faire que cela ne soit pas arrivé ou n'ait pas été.
De ce point de vue, on peut dire que la caractéristique de quoi que ce soit, c'est d'être absolument nécessaire, et la pensée de Clément Rosset est une négation rigoureuse de l'idée de liberté qui, pour lui, est incompatible avec une vraie notion de la responsabilité, mais j'y viendrai. Alors, c'est une démonstration un peu abstraite de la manière dont les choses se donnent. Allons davantage vers le concret en nous demandant ce qui se donne et qui va confirmer l'hypothèse selon laquelle le mode est tragique. Ce qui se donne, c'est à analyser les choses de près, et Rosset le fait dès le début de son premier livre, La philosophie tragique. C'est un triple échec. L'échec de l'affectivité, l'échec de l'ambition, si l'on peut dire, et puis l'échec de la vie, la découverte de la mort. Commençons par l'échec de l'affectivité. Sur ce point, Rosset est un disciple de Proust. Donc, il faut bien reconnaître, expérience faite, que l'homme est l'être qui existe seul, qui ne peut connaître les autres qu'en soi, et qui, lorsqu'il dit le contraire, ment. C'est une citation d'À la recherche du temps perdu. Autrement dit, l'amour n'est pas impossible, mais la découverte à laquelle il ne peut manquer de conduire, c'est celle de la solitude insurmontable de tous les êtres humains. Donc cette solitude, il est vain de ne pas la reconnaître. Elle pourrait d'ailleurs être acceptée avec reconnaissance, pour autant qu'on ait véritablement le sens de l'autre. Et c'est ce sens de l'autre qui nous fait généralement défaut. Les uns, que Rosset appelle volontiers la gauche, ne veulent voir dans l'autre que leur semblable. Donc ils sont ouverts à l'autre, mais lui font cette violence de nier sa différence, de le plonger dans l'indifférenciation et de ne reconnaître en quelque sorte qu'eux-mêmes dans l'autre ou un autre eux-mêmes. D'autres, que Rosset accepterait d'appeler la droite, sont fermés à toute mentalité étrangère à la leur, se détournent de l'autre, ne s'intéressent pas à lui et manquent tout autant du sens de l'autre. Donc que ça soit par incapacité d'accueillir ou par incapacité d'assumer la différence et éventuellement le conflit, voilà, nous sommes généralement dépourvus du sens de l'autre. Et bien entendu, l'échec amoureux est une autre confirmation de cette insurpassable solitude de l'existant humain. L'échec de l'ambition, dont Rosset va scruter l'évocation dans l'œuvre de Balzac, pour lequel il a une admiration infinie. Ce n'est pas seulement la découverte au soir de la vie de ce qu'il y a de vain, de dérisoire, de futile dans la quête de la réussite sociale. Plus fondamentalement, c'est la révélation difficile à soutenir de l'inévitable bassesse des êtres humains. Le plus héroïque apparemment, le plus insouciant, à l'instant de la mort, abdique toute dignité, en découvrant qu'il meurt seul et qu'il meurt pour de bon, il devient pire qu'un animal. Et c'est cette découverte de la bassesse qui ôte à l'homme ses illusions par rapport à toutes les ruses qui pourraient éventuellement lui venir à l'esprit pour méconnaître cette réalité fondamentale qu'est la mort. Et c'est bien, pour terminer, la découverte de la mort qui achève de donner son contenu tragique à l'existence. La pensée que Rosset nous propose du tragique est centrée sur la façon dont le tragique congèle le temps. Quand on est véritablement confronté à la mort, et il travaille pendant des dizaines de pages dans la philosophie tragique, l'exemple tout simple du piéton qui lève la tête vers un échafaudage où il voit un peintre en train de s'activer, et puis l'instant d'après, le peintre a chuté et il s'est fracassé le crâne. Sur le trottoir, il n'est plus qu'un paquet de chair sanguinolente. Le propre du tragique, c'est de nous faire découvrir qu'il n'y a aucune durée, aucun laps de temps entre ces deux perceptions, et que, comme le dit magnifiquement Rosset, la mort s'empare d'un être vivant. Ça n'est pas un cadavre que la mort emporte, et il y a une contiguïté absolue entre le vivant et le mort. Alors, ce qui peut rendre cette découverte de la mort supportable, c'est que
les proches de ce malheureux qui s'est cassé la figure emporteront de lui le souvenir du vivant qu'ils ont connu. Et pour eux, c'est ça qui importe. Quant à la plupart des badauds, qui ne levaient pas la tête au moment de l'accident, ils n'auront jamais eu l'expérience que du cadavre. Mais le tragique, c'est le constat de cette équivalence stricte entre le vivant et le cadavre, cette découverte du fait que la mort s'empare d'un être vivant. Alors, ce n'est pas seulement le contenu de ce qui se donne qui fait que le monde est tragique, c'est la manière aussi dont cela se donne. Le donné est insurmontable. Il n'y a pas, tout simplement, d'échappatoire. Nous constatons que nous nous sommes engagés dans une impasse et que l'obstacle qui se trouve placé devant nous ne peut ni être contourné, ni être surpassé. Le donné est également irrémédiable. Comme le dit Rosset, nous ne sommes pas seulement contraints de nous arrêter provisoirement, nous sommes contraints d'interrompre notre marche. Il n'y a pas d'échappatoire insurmontable, il n'y a pas non plus d'alternative irrémédiable. Et c'est dire d'avance le caractère dérisoire des tentatives pour substituer à la réalité telle qu'elle est un tissu d'idées, un voile d'illusions qui serait censé s'accommoder davantage avec nos attentes ou nos exigences morales. Insurmontable, irrémédiable, le réel est également irréconciliable. Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec le tragique, car celui-ci met perpétuellement en échec nos tentatives, et nous avons à vivre avec la certitude qu'il n'y a aucune médiation, aucune amélioration, aucune réconciliation possible avec ce qui, dans le donné, est tragique. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'assument pas ce caractère tragique du monde, mais essayent plutôt de biaiser, de s'ouvrir des portes de sortie ou de détecter quelques issues de secours plus ou moins fantasmatiques. Et donc le second thème majeur de la philosophie de Clément Rosset, outre la description du monde comme le tragique, c'est la dénonciation ironique, perspicace, très aiguë, volontiers pascalienne dans son inspiration impitoyable, la dénonciation de tous les subterfuges par lesquels nous cherchons à échapper à la réalité en fabulant l'existence d'un autre monde. Ici, il y aurait à nouveau trois moments à parcourir. D'abord, l'expression de la révolte fondamentale de la conscience devant le monde, ce que Rosset appelle très joliment le shocking primordial de l'esprit de la plupart des êtres humains face au réel. Ensuite, l'invention de la morale et le programme de la morale que Rosset définit comme une redoutable machine à fuir le monde et plus précisément à oublier le monde. Moyennant quoi, on pourrait aussi s'en prendre à la plupart des philosophies, disons à la métaphysique, pour inscrire ça dans une perspective historique. La métaphysique aurait le tort majeur de redoubler l'être réellement existant par un monde fictif, et elle travaillerait, elle aussi, à cet oubli de l'être qui constitue la tentative d'échappatoire majeure de l'homme par rapport à ce qui est. Commençons par ce shocking primordial. Le réel n'a pas de titre à être. Il arrive, il se donne de manière imprévisible, de manière brutale, et il ne répond pas à nos attentes. Il est sans raison, non pas complètement irrationnel, mais en tout cas, l'arrivée de l'événement, la donation du phénomène est quelque chose de complètement étranger à la raison. Donc Rosset n'est pas un philosophe irrationaliste, il reconnaît que la raison a un vaste domaine de réalité déjà là à explorer,
Cependant, là où on se heurte à l'énigme du donné, eh bien, la raison doit démissionner. Ce n'est pas quelque chose dont elle puisse rendre compte. L'être a de ce fait quelque chose d'insolent. Sa brutalité, son originalité apparaissent comme des infractions à toutes nos idées préconçues qui voudraient que le réel soit en accord avec des normes, des principes ou des vœux qui lui sont adressés a priori. Alors, quelques phrases de Clément Rosset pour rendre compte de cette intolérance de la conscience à l'égard du réel. Donc, je cite Le Monde et ses remèdes. L'homme moral s'indigne de l'événement comme il s'indignerait de toute existence si on lui montrait avec ces mêmes couleurs crues cette existence. L'événement le scandalise. Il a la capacité de s'indigner en étendant cette indignation à l'être tout entier, dans la mesure où son indignation devant tel détail malséant de l'être nous renvoie invinciblement à son dégoût devant le malséant par définition, soit cette qualité générale d'être sans raison d'être qui fait toute l'insolence du monde. Il faut remonter à ce shocking primordial, à cette réprobation originelle devant l'existence, pour comprendre les sources de l'indignation morale. Autrement dit, l'homme moral supporte tout sauf l'être, il est extrêmement tolérant, sauf à l'endroit du monde. Deuxième moment de ce tissage de la fable de l'autre monde, c'est le contenu de la morale. Rosset propose, dans la deuxième partie de Le Monde et ses remèdes, de faire tourner toute la morale autour de trois maximes fondamentales. La première est si le monde ne vous plaît pas, quittez-le. La deuxième, si votre personne vous fatigue, quittez-la. La troisième, si quelque chose de désagréable arrive, cherchez le responsable. Donc, commençons par le premier aspect qui est le plus important. Si le monde ne vous convient pas, changez-en. C'est ça l'expression littérale de Rosset. On va donc s'efforcer de croire que le réel a tort d'être comme il est et qu'on peut le modifier, que ça va changer, qu'un autre monde va arriver ou que le monde existant va se transformer petit à petit pour convenir à nos attentes. Alors, ça n'est pas qu'on ne puisse rien contre la cruauté, l'injustice, la souffrance, contre la mort, l'ignorance et la misère. Ah si, contre la mort, on ne peut rien, justement. Contre l'ignorance et la misère, on peut quelque chose, et Pascal lui-même, qui est une source d'inspiration majeure pour Rosset, s'en était avisé quand il s'adressait aux gouvernants en leur disant, à propos des masses qui grognent, vous pouvez contenter leur juste désir et soulager leur misère. Bon. Mais le caractère tragique de l'existence humaine tient à ce que tous les efforts qui peuvent être faits, qui doivent être faits et qu'on aurait tort de ne pas accomplir, ne feront pas disparaître totalement ni la misère ni l'ignorance et ne pourront rien contre la mort, qui est quand même l'objection fondamentale que le réel adresse à nos idéaux. Moyennant quoi, il faut faire beaucoup d'efforts sur soi-même pour arriver à se payer d'illusions et à substituer à l'être insolent, provocateur qui s'oppose à nos desseins, la perspective d'un mieux-être. Alors, Rosset, dans cette perspective, cible en particulier ce qu'il appelle le progressisme métaphysique, qui a évidemment des déclinaisons morales, politiques, associatives assez nombreuses. Il est l'un des critiques les plus joyeusement féroces du progressisme sous toutes ses formes. Je cite un petit passage d'un livre plus récent que La philosophie tragique et Le Monde et ses remèdes, un livre de la maturité des années 80, dans lequel Rosset va jusqu'à stigmatiser l'espoir,
puisque le progressisme ne va pas sans l'espoir d'un lendemain meilleur. Et c'est dans cette source affective de la croyance au progrès que Rosset va s'attaquer. Tout ce qui ressemble à de l'espoir, à de l'attente, constitue un vice, soit un défaut de force, une défaillance, une faiblesse, un signe que l'exercice de la vie ne va plus de soi, se trouve en position attaquée et compromise. Un signe que le goût de vivre fait défaut et que la poursuite de la vie doit dorénavant s'appuyer sur une force substitutive. Non plus sur le goût de vivre la vie que l'on vit, mais sur l'attrait d'une vie autre et améliorée que nul ne vivra jamais. L'homme de l'espoir est un homme à bout de ressources et d'arguments, un homme vidé, littéralement épuisé. Et dans Le Monde et ses remèdes, déjà, Rosset dépeignait avec beaucoup de férocité les assemblées, comme il s'en tient souvent le dimanche matin, dans les villes les mieux fréquentées, et même parfois dans des palais à la lisière des villes, où on se sert les uns contre les autres pour communier dans le culte des bonnes idées. Alors, voilà ce que dit Rosset à propos des progressistes militants. Rien de plus divertissant ni de plus significatif que l'attitude des milieux progressistes militants, qu'ils s'appellent communistes, socialistes ou chrétiens, et cela notamment de la religion réformée. Voyez leur attitude vis-à-vis de leurs propres idées, savoir l'ordre, le mieux, la justice, l'amélioration morale, la sauvegarde de la civilisation, la conquête de la liberté, et j'en passe. Ils ne savent pas trop quoi faire de leurs idées, parce qu'ils ne peuvent pas complètement méconnaître le fait qu'elles sont complètement hétérogènes à la réalité, et que celle-ci n'offrira jamais un spectacle conforme à leurs attentes. Et du coup, ce que décrit très lucidement Clément Rosset, c'est la manière dont tous ces hommes à idées vont caser ces dernières, non pas dans la réalité où il n'y a pas de place pour ce genre d'idées, mais dans l'émotion, la ferveur, l'expérience éphémère de la discussion. Que faire de toutes ces idées? Il faut absolument les caser quelque part. Mais où? Dans le monde? Dans la réalité? Il n'en est évidemment pas question. Chez les autres? Peut-être, mais il faut bien les choisir, car de nombreuses âmes sont encore égarées et n'ont pas reçu la lumière d'en haut. Une seule solution reste, et tous les moralistes l'ont adoptée, tous ceux qui ont entrepris de changer le monde. Il faut créer des petits groupes d'hommes du même avis, des petits cercles, des petites réunions, des petites conférences, des petites discussions, on y vient, où l'on confronte savamment des points de vue rigoureusement identiques. On se retrouve en famille à l'abri du réel. Bien mieux, on sécrète lentement un monde imaginaire. On crée de toutes pièces ce monde merveilleux qu'on n'a pas su trouver dans l'être. On aurait envie d'ajouter, on en finirait par venir à croire que les idées mènent le monde. Alors, là, évidemment, cette quiétude ne peut pas durer indéfiniment. Deuxième présupposé de la morale, deuxième maxime de la morale, si votre personne ne vous convient pas, quittez-la. Alors, ici, il s'agit d'introduire à l'intérieur même de la personnalité comme un jeu entre soi et soi. Scindé, comme le faisait Kant, entre un moi empirique et un moi nouménal, qui séjourne dans le règne défunt. C'est-à-dire imaginer que nous sommes au moins partiellement libres et que nous n'avons à répondre dans l'ensemble de nos actes, dans le tout de notre conduite, nous n'avons à répondre que de ce que nous avions vraiment voulu, ce qui correspondait à nos intentions. Alors je pense à Rosset chaque fois que j'entends un homme politique à la radio pris la main dans le pot de confiture, qu'on met face à ses actes et qui dit « mais c'était pas moi, pas ça, responsable mais pas coupable, je ne me reconnais pas là-dedans ». Bon, nous avons facilement tendance à faire cela, c'est-à-dire à nous exempter de toute responsabilité quant à ce que nous sommes vraiment, à ce que nous sommes au fond, à ce que nous n'avons jamais décidé d'être, notre caractère, notre passion fondamentale,
notre centre d'intérêt primordial. Et en revanche, nous découpons de cet être profond une espèce de couche superficielle où là, il y a du libre arbitre. On aurait pu faire autrement. On a agi conformément à une intention qu'on regrette à présent. On peut se repentir, etc. Bon. Évidemment, Rosset considère que c'est une façon de nier ce qu'il y a de plus important et de plus intrigant et peut-être de plus extraordinaire dans sa propre personnalité, c'est-à-dire la part foncière, éternelle, obscure, qui détermine tout le reste, mais qui échappe à toute appréhension rationnelle. J'anticipe ici sur l'avènement de la vraie morale, sur le retournement qui fera que la vraie morale se substitue à la morale habituelle, pour dire que, précisément, être vraiment responsable, c'est accepter la responsabilité de ce dont on n'est pas responsable. La responsabilité de ce par quoi on est fait, de ce par quoi on est agi, et pas seulement de ce qui correspond à la mise en œuvre d'intentions conscientes et réfléchies. La métaphysique vient enfin parachever l'édifice de la morale en apportant sa contribution propre à la fabulation de l'autre monde. Je parle de la métaphysique en dernier parce que le caractère inacceptable de la réalité se manifeste surtout à notre sensibilité. Pour ce qui est de l'intelligence, ma foi, elle avoue plus facilement ses limites. Comme le dit Rosset dans un autre grand livre, plus tardif, L'école du réel, qui est un recueil de plusieurs opuscules parus chez Minuit, personne ne sait vraiment ce que sont l'espace, le temps et encore moins le mouvement. Nul, parmi les physiciens ou les philosophes, n'a jamais été capable d'en fournir une définition satisfaisante. Bien entendu, ça ne nous empêche pas de bouger dans l'espace et dans le temps. Ça n'empêche surtout pas la physique de mesurer des mouvements dans l'espace et dans le temps. Mais on ne se scandalise pas trop de l'ignorance extraordinaire dans laquelle on est par rapport au sens des notions fondamentales de la physique, mais aussi par rapport à la réalité des dimensions fondamentales de notre existence physique. On remet à plus tard. Voilà. Jusqu'à plus ample informé, le physicien fait comme si le temps était ceci ou cela, l'espace également, et il procède à ses calculs. Mais on ne ressent pas comme un scandale l'ignorance sur ce point. En revanche, le fait que le monde ne soit pas en accord avec nos attentes morales, le fait que l'existence soit tragique de bout en bout, ça nous choque bien davantage et ça suscite de notre part une révolte très profonde et très effective, qui s'exprime de manière souvent élémentaire. Pascal disait « Ne pouvant guérir la mort, la misère et l'ignorance, les hommes, pour se rendre heureux, sont convenus de n'y point penser. » Ça suffit. Il faut faire disjoncter l'intelligence et continuer à faire comme avant, et se remettre à faire comme si de rien n'était, alors même qu'on a eu la révélation du tragique. Exemple remarquable, travaillé par Rosset, c'est Swann, qui, au moment où il est en train de remplir de billets de banque, non, c'est par chèque. Il fait à Odette son chèque mensuel, et à ce moment-là, il est caressé par l'idée que peut-être elle est une femme entretenue. Parce que ce qu'il est en train de faire en lui rédigeant son chèque mensuel, c'est en général ce que les vieux messieurs font aux cocottes. Et à ce moment-là, dit Proust, Swann bénéficie d'un coup de pouce miraculeux, qui est l'effet d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et salutaire. Il y a toujours trois adjectifs du côté de chez Swann. Et tout simplement, il n'y pense plus. Et cette pensée n'est même pas chassée par Swann, elle est purement et simplement désactivée. Et celle qui lui succède, c'est tout simplement que peut-être le mois d'après, il faudra qu'il donne plus, parce que ça lui fera plaisir. Et Proust a une très belle métaphore pour rendre compte de ce qui se passe à ce moment-là dans l'esprit de Swann, tellement il est évidemment déterminé dans ses pensées, dans ses actes par son amour, par sa sensibilité, par ses sens. C'est comme si on coupait le courant. Et Proust est suffisamment moderne pour faire ce rapprochement avec le disjoncteur central qui permet, en un instant, de couper la lumière dans toute une maison.
Alors, il n'empêche que la métaphysique existe et elle est capable de grands exploits, puisqu'elle va repeindre le monde fictif qu'elle plaque sur le monde vrai. Elle va le repeindre à la lumière du vrai réel. C'est-à-dire que c'est le monde réel qui apparaîtra comme la doublure de l'autre monde. La théorie platonicienne des idées. Le sensible, l'existant, a un degré d'être qui est moindre, un degré de réalité qui est moindre que l'idéal. Et on est ici au comble de l'oubli de l'être. Évoluons vers une conclusion possible. Sortir de la morale, sortir de la métaphysique, s'ouvrir au monde tel qu'il est et en assumer le caractère tragique. Ça voudrait dire faire une révolution morale et assumer avec Pascal que la vraie morale se moque de la morale et que la vraie philosophie se moque de la philosophie. Et que la vraie religion se moque de la religion, pourrait-on ajouter. Alors, pour ce qui est de la vraie morale, eh bien, la vertu silencieuse, modeste, pas tapageuse, ça serait d'assumer le réel tel qu'il est et de s'assumer soi-même tel qu'on est, quand bien même on n'est maître ni de soi ni de l'univers, mais parvenir à être capable de gratitude à l'endroit de l'existence en général et de sa propre existence en particulier. Assumer la responsabilité, même de ce qu'on n'a pas voulu, de ce qu'on n'a pas souhaité. Bref, être édipien. Reconnaître comme Édipe que même si on n'a pas fait exprès de tuer son papa et d'épouser sa maman, eh bien, ces actes, on les prend sur soi, on les assume et on en paiera les conséquences si nécessaire. La vraie religion, c'est celle qui n'est pas reconnaissante de l'être ou de l'existence du monde à une quelconque providence. C'est celle qui renonce à l'explication causale et aux perspectives finales, mais qui témoigne d'une gratitude infinie à l'égard du fait brut, mystérieux, inexplicable, que tout simplement quelque chose soit, que quelque chose nous soit donné et que nous soyons donnés à nous-mêmes. Donc, pas d'intention préalable, pas de justification a posteriori, ni du côté du donateur éventuel, ni du côté du donataire, mais l'acceptation de ce qui est donné tel qu'il se donne, l'acceptation du tragique qui va avec la donation de quelques phénomènes. Quand nous consentons au tragique, dit Rosset à la fin de son premier livre, à 20 ans, nous sommes emportés par la voix du Dieu, qui est bien entendu un Dieu à minuscule. La vraie philosophie serait, de ce point de vue, une philosophie médicale. Donc Rosset, qui est un grand disciple de Nietzsche, reprend à son compte cette idée du philosophe médecin, mais moins médecin de la civilisation, comme chez Nietzsche, que médecin de l'esprit. Alors il y a deux genres de médecins. Il y a les guérisseurs, qui sont compatissants mais inefficaces. Les moralistes, les prêtres, les métaphysiciens seraient de tels guérisseurs, donc qui tâchent d'engourdir la souffrance, d'anesthésier l'esprit par des incantations ou par l'invocation d'entités fictives. D'un autre côté, il y a les vrais médecins qui sont impitoyables et efficaces. Ils administrent des traitements de cheval, j'allais dire, le traitement vigoureux qui consiste, pour la philosophie, à administrer la vérité. Et Rosset n'a pas fait autre chose pendant des dizaines d'années. Mais c'est efficace. En quel sens ? Ça peut avoir des effets dévastateurs sur les esprits un peu maladifs, complexés, qui, à la lecture du philosophe vrai médecin, se laisseraient convaincre que le tragique est insurmontable et succomberaient sous le poids de ce tragique. Mais les forts, ceux qui ont encore en eux un fond de santé, qui sont capables d'assumer la réalité, d'aimer le monde, de s'y installer véritablement, ceux-là seront galvanisés par la lecture, par l'administration du sérum qui leur est ainsi proposé, qui les aidera à se libérer des illusions et qui les renforcera dans leur approbation de tout ce qui existe.
moyennant quoi on peut découvrir, dans ce cas particulier de la médication philosophique, ce qui est aux yeux de Rosset une vérité générale sur la médecine. On ne guérit jamais que ceux qui sont au fond bien portants, qui ont en eux le fond de santé qui leur permet de supporter la vérité et de s'en sortir. Les malades sont condamnés. Alors, deuxième aspect de ce renversement du faux vers le vrai, puisqu'on a parlé de vraie morale, de vraie religion, de vraie philosophie, est-ce qu'il y a une quelconque récompense à espérer? Espérer, sûrement pas, mais elle sera donnée par surcroît. Ce don de l'être, ou du Dieu, qui est accordé à celui qui est éternellement reconnaissant à l'être d'être, à celui qui apporte une approbation inconditionnelle et totale à la réalité. Cette récompense, c'est la joie. La récompense de la vraie vertu, de la complète fermeté d'âme, c'est la joie dont Rosset, le plus grand penseur contemporain, et dont il a essayé de détailler quelques caractères. Par exemple, la joie est totalitaire. Alors là, il y a une discussion à l'intérieur de l'œuvre entre la philosophie tragique, où la joie n'est jamais que partielle, puisqu'elle fait face au tragique, mais sans jamais le nier, et l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, des années 80, La force majeure, où là, on s'aperçoit que la joie a un caractère englobant. C'est-à-dire qu'elle peut jaillir évidemment d'une satisfaction apparemment limitée, ou en tout cas localisée, mais elle s'étend bientôt au fait d'être et à la totalité de ce qui est. Rosset parle par exemple de la jouissance sexuelle, qui peut provenir de la satisfaction apportée par un corps, mais qui accorde sa bénédiction à l'ensemble des corps et finalement à l'existence comme telle. La jouissance sexuelle nous gratifie d'une joie à portée universelle et susceptible peut-être idéalement d'être éprouvée par tous et qui s'appliquerait à tout ce qui est. Par ailleurs, la joie est folle. On est fou de joie, on n'est pas raisonnablement joyeux. On est fou de joie ou on n'est pas joyeux. Parce qu'elle est paradoxale, puisqu'elle s'accommode du tragique, parce qu'elle a ce caractère féminin de n'être effleurée par aucune objection, de ne se laisser atteindre par aucune objection, parce qu'elle est complètement illogique par rapport à l'étroitesse spatiale et au caractère temporellement minuscule de notre existence. Le fait qu'elle déborde comme ça le cadre normal dans lequel on pourrait penser qu'elle s'exerce lui donne un caractère violemment paradoxal. Et puis la joie est cruelle. Non pas qu'elle prenne plaisir à administrer la souffrance ou à l'entretenir, mais en ceci qu'elle fait preuve de beaucoup de détachement, d'insensibilité, d'anesthésie. C'est Bergson qui parlait à propos du rire d'anesthésie du cœur. La joie est très largement insensible au côté obscur et épouvantable de l'existence. Mais elle s'émerveille interminablement du don qui est ainsi adressé à l'homme, on ne sait pas par qui, et sans aucune raison. La joie, récompense de la vertu, c'est ce que Rosset a décrit avec le plus d'énergie. Je terminerai cette troisième et dernière partie en signalant que pour Rosset, la joie la plus haute, celle à laquelle on ne peut s'élever que si on est capable de la forme la plus complète d'acquiescement, c'est la joie qui s'exprime dans l'affirmation du retour éternel de l'identique. Et c'est pourquoi Rosset est, comme je le disais dans ma présentation, peut-être le meilleur et en tout cas le plus fidèle disciple de Nietzsche dans la philosophie française contemporaine. Parce qu'il assume à son tour le retour éternel de l'identique et sans se payer de mots. Deleuze avait osé dire que le retour nietzschéen était sélectif, et peut-être qu'on peut l'entendre sur un plan mais pas sur l'autre. Sélectif au sens où la pensée du retour fait le tri parmi ses adeptes éventuels entre ceux qui sont capables de l'assumer et ceux qui n'en sont pas capables. Seules les âmes les plus fermes peuvent atteindre cette béatitude qui consiste à vouloir que chaque instant de la vie
du plus misérable au plus grandiose, et évidemment ça n'est supportable que s'il y en a des grandioses, reviennent des milliards et des milliards de fois. Que ce qu'il y a dans la vie d'indiciblement petit et d'indiciblement grand reviennent. Donc de ce point de vue, la pensée du retour fait le tri. Mais le retour, lui, n'est pas sélectif, contrairement à ce qu'avait essayé de montrer Deleuze dans son Nietzsche et la philosophie, et qui est très difficile, enfin il n'y a pas de fondement textuel, parce que précisément, il faut être capable de vouloir que tout revienne à l'identique et sans aucun changement. Et Nietzsche lui-même n'a pas toujours été à la hauteur de cette pensée. Il lui est arrivé d'être épouvanté par la perspective du retour. Chaque fois, disait-il, que je pense à ma mère ou à ma sœur, je reçois cela comme une objection à la perspective du retour, tellement elles sont épouvantables. On voudrait bien que tout revienne, oui, mais pas à elle. Et il a fini par vaciller sous le poids de cette pensée. Alors, c'est dans cette perspective de l'éternel retour que s'oriente Rosset, et il va en trouver des expressions enthousiasmantes, non pas seulement dans la philosophie, mais surtout dans la musique, dont il est un grand connaisseur, et dans la poésie. La poésie de Gérard de Nerval en particulier, qui a été capable de reconnaître à tout ce qui arrive, à tout ce qui se manifeste, un caractère irréductiblement premier. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière, es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant. Mais vous me direz, le retour, c'est une duplication. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans la métaphysique ? Peut-être, mais c'est une bonne duplication. C'est-à-dire que dans la perspective du retour, c'est le présent, dans ses réalités inéluctables, qui se trouve investi de tous les caractères du passé et de l'avenir. Il s'agit de gonfler le présent, d'intensifier le présent, et pas du tout de le récuser au profit du passé ou de l'avenir. Et même l'immobilité finale d'un poème comme Delphica, je citais les premiers vers d'Artémis que cite Rosset, même l'immobilité finale du grand sonnet des chimères de Nerval, qui est Delphica, n'est pas du tout pensé par Rosset comme l'expression d'une tonalité mélancolique, hypocondriaque, même s'il est arrivé à Nerval de dire que l'hypocondrie mélancolique, c'est ce qui permet de voir le monde tel qu'il est, mais précisément la création poétique est le moyen d'assumer le monde tel qu'il est et de faire en sorte que, en affirmant le retour, on parvienne à lester l'instant présent de toute une charge d'être, de toute une richesse de manifestation qui serait moindre si on n'adhérait pas à cette perspective du retour. Et c'est ce qui fait que Rosset, dans l'école du réel, peut clore sa méditation de l'éternel retour en citant longuement le poème de Nerval. « La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, et la grotte fatale aux hôtes aux imprudents, où du dragon vaincu dort l'antique semence. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours, le temps va ramener l'ordre des anciens jours, la terre a tressailli d'un souffle prophétique. Mais la sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère portique. Si on suit Rosset, il faut voir dans l'immobilité finale, non pas le froid du tombeau, mais l'expression la plus complète d'une sérénité absolue. Oui, mais c'est plus qu'une question, c'est un biais pour l'interprétation de l'œuvre de Rosset. C'est un penseur de l'immobilité. Et dans l'école du réel, donc dans ses textes un peu tardifs, il médite de plus en plus résolument le poème de Parménide, et notamment les fragments 6 et 7 sur le fait que l'être est, que rien n'existe que ce qui existe,
Et il souscrit, me semble-t-il, à ce qu'on appelle l'immobilisme éléatique. Parménide d'Élée étant censé être un penseur qui, par opposition à Héraclite d'Éphèse, figerait l'être. Mais ça consonne tout à fait avec la description que fait l'adolescent Rosset, enfin le cagneux Rosset, du temps tragique comme un temps figé, immobilisé, transi. À ceci près que, comme on l'a vu, cette immobilité de l'être n'est pas une négation du temps. Il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de déclin. Rosset est tout aussi acerbe envers les prophètes de fin du monde ou envers les nostalgiques d'un monde idéal et révolu qu'envers les progressistes. Donc il n'y a pas de temps linéaire et orienté, il n'y a pas de durée, mais il y a quand même le retour. Il a quand même écrit successivement plusieurs ouvrages. Bien sûr, il a écrit plusieurs fois le même ouvrage. J'en ai pas l'impression. Il y a des compléments qui peuvent être apportés. Il y a ici de la radicalisation, rarement de l'atténuation. Bon, par exemple, j'ai repéré en préparant cette rencontre une apparente contradiction entre ce qu'il dit de la joie, qui ne peut jamais être totalitaire parce qu'elle est toujours contrariée dans son premier livre, et ce qu'il dit de la joie beaucoup plus tard, où là, elle emporte tout. Mais il n'y a pas de véritable changement. Après, il s'est quand même intéressé à des domaines différents. Il y a des livres sur la musique, un livre sur le cinéma. Il est allé il y a aussi des livres d'histoire de la philosophie, notamment sur Schopenhauer, qu'il a réhabilité. Il y a des travaux un peu plus historiques sur je sais pas, Lucrèce, Pascal, Spinoza. Mais il y a très peu d'altération de cette pensée. Après, pour moi, si j'avais à approfondir ma lecture de Rosset, ce qui est le plus énigmatique, c'est le statut de sa réflexion sur le donné. Ben voilà, en le lisant a priori, ou sans a priori, j'ai découvert que le mot le plus important pour lui, c'était donner. Bon. Qu'il y a une réflexion très puissante sur le don sans donateur, etc., la gratuité du don. Et de ce fait, il faudrait travailler sur Clément Rosset et Heidegger. Voilà. À part la non-reconnaissance de dette, à part une espèce de facilité qui consiste à faire de Heidegger un idéaliste parmi d'autres, un métaphysicien parmi d'autres, de faire comme si la différence établie par Heidegger entre être et étant était un avatar du dualisme platonicien. À part ça, il me semble qu'il y a chez Rosset une proximité très grande avec ce que peut dire Heidegger sur l'existence. Attends, on va vous donner un micro pour que tout le monde puisse entendre sans que vous ayez à vous égosiller. Oui, pour poursuivre ce qui vient d'être dit sur le mouvement, je crois que c'était votre question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a écrit sur la tautologie, qui est au fond probablement cette fixité auquel sa pensée tenait? Oui, ben merci. Quelques commentaires là-dessus. Merci de me le rappeler, parce que c'était la réponse qu'il fallait faire. En effet, ce dont il va débusquer les origines chez Parménide et ce dont il étudie l'accomplissement dans le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, c'est une pensée de la tautologie à laquelle on peut le raccorder, être, l'être et, ou en tout cas il y a l'être et l'idéal n'est pas, ou l'autre monde n'est pas. Et une fois de plus, cette insistance du dernier Rosset sur les vertus de la tautologie me fait beaucoup penser au dernier Heidegger, qui s'engageait lui aussi, et peut-être de manière un peu stérile, sur la voie d'une méditation tautologique et d'un style tautologique en écriture. La langue parle, le poème est un poème, etc. Mais je suis d'accord avec vous que, en tout cas, il faut rendre compte de ce fait que le point d'aboutissement est tautologique.
Et donc, là encore, on retrouve dans le langage même et dans les thèmes ultimes de la pensée ce refus du mouvement. Ouais. Excusez-moi. C'est difficile pour moi de parler parce que j'ai pas fait d'études de philosophie, etc. approfondies. D'ailleurs, vous parlez de tautologie. Est-ce que vous pouvez me redire ce qu'est la tautologie? C'est la réitération du même, non pas dans le monde, comme l'éternel autour, mais dans le langage. D'accord. Die Sprache spricht. La langue parle, ou la parole parle. L'être est. Donc je vais poser ma question. Donc j'ai pas fait d'études de philosophie. Tout le début de la conversation de votre exposé, enfin de ce que vous avez dit sur Rosset, que je ne connais pas, m'a beaucoup parlé et en lien avec la spiritualité, avec la méditation. Mais assez rapidement, je suis dès le début, pour ma part, complètement subjective, en désaccord total avec ce qu'il dit, notamment par rapport à la tragédie de l'existence. Enfin, je vous pose ma question. À un moment donné, vous avez dit que Rosset, par exemple, dit que vous dites que le fait que l'existence soit tragique suscite une révolte. Et donc, pourquoi, d'après Rosset, d'après ce que vous dites, donc beaucoup de sa pensée s'établit sur, vous dites la tautologie, sur quelque chose de figé, le donné, quelque chose d'immanent qui est donné, auquel on n'a pas accès. Vous avez parlé du caractère, d'après Rosset, des personnes, donc quelque chose d'établi. Et donc tout à l'heure, il y avait une question sur le mouvement. Mais je trouve que, pour ma part, c'est mon ressenti, vous allez me dire, je trouve que Rosset, dans ce que vous dites, je ne connaissais pas, a figé l'existence dans une appréciation subjective dont il a fait une généralité. On dirait que tout le déploiement de la pensée de cet homme qui a l'air brillante, et ce que je dis est peut-être idiot, mais je vous dis mon ressenti tel qu'il est. Par exemple, vous avez donné l'exemple de l'échafaudage de quelqu'un qui tombe. On dirait que, donc ça, est-ce que c'est quelque chose qu'a vécu Rosset, cette image-là? Non, pas que je sache. Ah, c'est un exemple. C'est l'exemple qu'il travaille, mais c'est donné comme une expérience de pensée. Après, ça peut arriver à n'importe qui, hein, de vivre ce genre de télescopage immédiat entre la vie et la mort. Et éventuellement de découvrir, comme Rosset, du coup, que c'est le même. D'accord. Mais bon, enfin, c'est... donc c'est comme ce qui est dit sur la joie, mais on dirait qu'à partir... Donc Rosset, donc dans la structure même de sa réflexion et de sa pensée, voyait l'existence comme étant quelque chose de tragique. Le mot de tragique a été dit beaucoup de fois. Oui, c'est vraiment un des thèmes les plus continuellement approfondis par Rosset, que l'idée du tragique, de l'existence, et du fait que le monde est le tragique. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de dire le monde est tragique, il ajoute le monde est le tragique. C'est en fonction et à partir de la révélation du tragique que quelque chose comme un monde peut se donner à tout. Donc ça apparaîtra à ce moment-là comme une totalité close, ce monde, mais qui n'est pas réglé par des lois, qui existent sans raison et qui ne concourent à la réalisation d'aucune fin. Alors je suis en partie d'accord, peut-être avec ce que vous dites sur le caractère subjectif du discours, parce que Rosset ne prétend pas être pour tous, en quelque sorte. Tout le monde ne sera pas apte à le suivre sur ce chemin-là. Donc ces livres choisissent leurs lecteurs, comme tous les grands livres. En revanche, vous me donnez l'occasion de souligner que Rosset est un excellent philosophe pour ceux qui n'ont pas fait d'études de philosophie ou n'envisagent pas de le faire, parce que c'est un philosophe qui ne présente pas de difficultés terminologiques, qui a un discours très décapant, mais toujours appuyé sur des exemples très accessibles, qui part de l'existence quotidienne, qui tire beaucoup de profit de textes littéraires archi-classiques, et qui connaît intimement la musique, enfin beaucoup plus que ne le font habituellement les philosophes. Donc il peut vraiment parler à beaucoup. L'absence totale de jargon chez lui est peut-être
quelque chose qui fait obstacle à sa reconnaissance institutionnelle. C'est quelqu'un qui a quand même été assez marginal dans l'institution philosophique française, mais il a quand même réussi à toucher un public assez vaste. Alors, il y avait l'amitié avec un journaliste important de l'audiovisuel qui était Michel Pollack, mais il y avait aussi ce style de Rosset, hein, qui fait de lui un écrivain aussi plaisant à lire que certains de ses amis, comme Suran ou les moralistes classiques. Voilà, il n'a pas l'épure de Pascal, mais en tout cas, il s'en inspire et il voudrait s'en rapprocher. Et déjà très jeune, hein, un peu moins de 20 ans, un peu plus de 20 ans, c'est quelqu'un qui était totalement en possession de son propos et qui arrivait à lui donner une expression, me semble-t-il, très claire et compréhensible. Alors, pour ma part, je m'intéresse à lui parce que je suis niçois, qu'il a enseigné pendant 30 ans à l'université de Nice, mais ayant fait par prudence le détour à l'écart du premier cycle universitaire, etc., étant passé par les classes prépa, je n'ai pas eu le bonheur de suivre des cours de Rosset. Donc je ne le connais, bon, un peu vu comme ça de loin, et il n'était pas forcément très apprécié de ses collègues. Il avait une réputation un peu je sais pas, à la Diogène, un peu d'ours mal léché, mais voilà, je ne l'ai jamais rencontré, et je ne le connais que par ses livres. Mais l'idée que l'œuvre donne du personnage est très, très, très séduisante. Justement, moi, ma question apporte là-dessus parce que dans l'idée chez Nietzsche, on retrouve l'idée que l'éternel retour nous permettra à la civilisation, puisque vous l'avez souligné, effectivement, il ne parle jamais d'individu, d'être plus fort. Chez Rosset, on ne retrouve pas cette idée-là, visiblement, pas du tout. Peut-être que si. C'est pas que l'éternel retour nous rend plus forts, c'est que les forts sont capables de vouloir éternellement la répétition de tout à l'identique. Et à supposer qu'on adhère à cette pensée, qu'on l'assume, oui, si on est fort, on en tire encore plus d'encouragement à persévérer dans son être, et si on est faible, on est écrasé. Mais en quoi il se distingue de Nietzsche? Il ne s'en distingue pas. C'est un Nietzschéen. C'est le Nietzschéen véritable. Je n'en connais pas d'autres. Valéry, il est un peu. Foucault ou Deleuze le sont en prenant beaucoup de biais par rapport à Nietzsche. Rosset, c'est un Nietzschéen existentiel. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui va chercher chez Nietzsche des concepts ou des instruments méthodologiques. Il est vraiment dans la filiation directe de Nietzsche. Mais avec peut-être un caractère plus global du discours. Voilà. Et par ailleurs, il n'est pas médecin de la civilisation. La pensée de Rosset est apolitique. Il va falloir qu'on donne à tous les techniciens qui collaborent à ces rencontres le temps de manger un morceau avant la prochaine conférence. Donc on m'a imposé de clore véritablement à l'heure. Je laisserai le dernier mot à la Vierge folle dans Une saison en enfer, à laquelle Rimbaud fait dire, après qu'elle a envisagé que les pouvoirs magiques de l'époux infernal permettent de changer la vie, perspective à laquelle elle n'adhère guère, elle dit que le monde, en restant le même, la rendra à ses désirs, ses joies, ses nonchalances. Il me semble que le désir, la joie et même la nonchalance, c'est un excellent programme pour le dimanche, auquel je vous renvoie.